pour essayer un peu de changer le monde à notre manière. C'est peut-être un peu trop ambitieux, mais ma foi, en tout cas, on va essayer. Ça, c'est Elise Morigneux, une experte Notion qui a monté sa boîte pour vous accompagner à booster votre efficacité. Son mantra, organiser pour libérer. Et en parallèle de cette activité, elle décide de s'associer à Nina Ramen pour créer le bootcamp Ramène ta fraise. Merci à Elise pour l'organisation, pour tout Ramène ta fraise, c'est elle. Et elles se sont donné la mission d'inspirer 1 million de femmes à s'imposer professionnellement. C'est ouf, non? Quand j'ai rencontré Elise, je me suis beaucoup identifiée à elle, une travailleuse de la quasi-ombre dans ce monde d'entrepreneurs des réseaux sociaux où il faut à tout prix créer notre contenu. Dans ce podcast d'ailleurs. Du coup, j'ai eu envie de l'inviter d'en créer pour former, pour parler de sa vision de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un truc dont j'ai pas parlé et dont on a parlé plus tôt, mais c'est vraiment le focus. C'est-à-dire que y a des fois où j'avais envie de lancer plein de trucs, de faire plein de trucs sur Ramène ta fraise, sur la notion du temps, etc. Et sauf qu'en fait, encore une fois, ça te défocus de vouloir être de partout. Elle m'a parlé un peu plus précisément de la raison qui l'a poussée à vouloir créer ce bootcamp Ramène ta fraise. Peu importe la verticale, le résultat, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est prendre confiance en soi, c'est se dire qu'on est capable, c'est s'entourer d'un clan de meufs incroyables, donc c'est ça en fait qui m'intéresse au fond. Et on a aussi parlé de comment créer son produit ou sa formation. Je pense que ça c'est le truc principal que je conseillerais, c'est voilà, de retourner un peu la perception et de se dire d'abord de quoi ils ont besoin, et ensuite ok on va monter un truc, une formation, un produit qui colle à ça, mais on va pas faire l'inverse, c'est moi faire dans mon petit coin et ensuite espérer que ça se vende, quoi. T'es prête? Ouais, c'est bon. Écoute, merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi dans ce petit lieu, c'est très sympa. Merci à toi d'être venu jusqu'à moi, jusqu'à Saint-Étienne, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, donc merci. Je te propose de commencer cette interview par une présentation. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer au début de ton aventure d'entrepreneur et m'expliquer un peu les points clés qui t'ont amené jusqu'ici aujourd'hui. Ok. Alors moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2021, je crois que c'était. Après 2 ans en agence web, où en fait, j'avais la sensation de plus réfléchir. J'étais devenue vraiment très opérationnelle et j'avais besoin d'être stimulée intellectuellement, de réfléchir à des stratégies, de réfléchir à plein de choses. Et donc, je me suis lancée au début en tant que community manager. Ok. Donc pour moi, c'était la porte d'entrée facile, pas dans le sens le métier est facile, mais parce que je venais d'agence web, pour le coup, c'était plus pertinent. Et donc, je me suis lancée comme ça dans les 6 premiers mois à peu près, jusqu'au jour où je rencontre Nina Ramen. Et un jour, elle fait un live pour les femmes, pour comment on plie le game sur LinkedIn quand on est une femme. Donc ça, c'était un live LinkedIn. Et en fait, dans le chat, au bout d'un moment, on s'est, avec du coup les autres femmes qui étaient présentes, on s'est auto-organisé pour s'entraider à poster et se lancer le challenge de poster un post par jour pendant 30 jours, du coup. Bien. Sauf que il fallait bien un endroit pour se regrouper parce qu'après le live tu fais comment voilà. Donc moi je me suis dit ok je vais créer un groupe LinkedIn en 2-2 et puis on se regroupe là-dessus, tu vois, c'est un peu plus facile pour s'organiser. Donc j'ai fait ça pendant 2 jours, j'ai accepté tout le temps les invitations, c'était super long, je m'attendais pas à ça. Et il y a eu une vague de fraises, de hashtag Ramène ta fraise partout sur LinkedIn, donc c'était trop chouette. Incroyable. Et donc Nina me contacte. Donc moi j'étais waouh, genre Nina Ramen, dis donc, ok. Donc ça c'était trop bien et je me suis dit d'accord, elle veut me remercier parce que c'est sa communauté en réalité. Et donc elle me contacte, elle me dit en fait je veux lancer un bootcamp. Est-ce que tu es chaude de lancer avec moi? Ah ouais. Oui, mais si tu veux, là je suis community manager, je sais pas, je sais pas faire, mais ok, allons-y. Et donc c'est comme ça qu'est né Ramène ta fraise en réalité, et qu'on a lancé le premier bootcamp, et là on est bientôt au 9e, donc c'est trop chouette, et ça a vraiment été un déclencheur, parce que, dans mon aventure entrepreneuriale, si tu veux, parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à bosser pour Ramène ta fraise. Et c'est aussi à peu près au même moment que, pareil, Nina, elle me dit, mais en fait, community manager, ça te plaît de faire ça? Et je tournais un peu en rond, c'était pas le truc qui me faisait le plus vibrer, quoi. Elle me dit, ce que tu fais pour le bootcamp, créer des espaces Notion, organiser tout ça, ça te plaît? Je dis là c'est c'est parti, tu vois, là c'est un truc qui m'anime, etc. Mais j'étais à milieu d'imaginer que c'était une compétence que je pouvais monétiser, si tu veux, de créer des espaces Notion. Il y avait personne, en tout cas moi je voyais personne qui faisait ça.
me suis dit, mais en fait, s'il y a personne, c'est que le truc n'existe pas, tu vois. Ça va pas marcher, quoi. Ça va pas marcher. Et au final, j'ai trouvé mes premiers clients, etc. Et j'ai complètement arrêté le community management. Ok. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée sur Notion. Ok. Et voilà. Et depuis, ça n'a pas trop bougé. J'ai toujours la notion du temps. Et puis, donc, mon activité Notion. Et je suis passée associée directrice des opérations sur Amène ta fraise. Trop bien. Donc c'est très chouette. Et voilà, un peu pour les grandes étapes, on va dire. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, on est rendu là. Pas mal comme grandes étapes. J'avoue que c'est chouette. C'est pas... Ouais, t'as été un peu à l'origine du premier bootcamp Ramène ta fraise en créant le lieu et tout, c'est ouf. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que du coup, en plus de l'organiser, moi je voulais aussi monter en compétence là-dessus, donc je me suis dit, je vais faire le challenge 30 jours en même temps que, avec les autres participantes. Donc du coup, j'ai appris énormément de choses sur la création de contenu, sur comment monter un produit aussi, donc deux trucs vachement différents, mais qui sont hyper... voilà. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle spécifiquement de création de contenu et de formation. Donc pour toi, ça va être plutôt le bootcamp Ramène ta fraise. Et donc du coup, j'allais te poser la question comment t'en es arrivé là, mais en fait, c'est grâce à ce live. Exactement. Comment tu t'es lancé dans la création de contenu? C'est par LinkedIn du coup? C'est ça. En fait, pour la petite histoire, LinkedIn, ça faisait déjà un moment que j'étais dessus. La première fois que j'ai posté, c'était peut-être en 2017-2018, où j'ai fait un post et c'est là où j'ai trouvé mon alternance à l'époque. Donc ça, c'était la première... bref, voilà. Ensuite, j'ai bossé du coup en agence pendant 2 ans. On a accompagné plus de 200 commerciaux, managers, etc., souvent dans le domaine des banques et assurances, sur la partie social selling. Donc, social selling, c'est quoi? C'est utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Donc, LinkedIn, je connaissais un petit peu, etc., mais j'avais pas du tout la notion copywriting et storytelling, etc., etc. Et là, c'est vraiment grâce du coup au bootcamp et au challenge que je suis montée en compétence sur ça, quoi. Énorme. Oui. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où pour toi de la création de contenu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Où j'en suis? Bonne question. Bonne question. Question ouverte. Voilà, c'est ça. Alors, sur la création de contenu, moi j'ai 2 canaux principaux. LinkedIn, newsletter. Et je trouve que c'est important de le souligner parce que LinkedIn, pour moi, c'est... la porte d'entrée, si tu veux, vers la newsletter pour ensuite te faire du nurturing, du coup, et pour vendre plus tard. Donc, c'est pour ça que ces deux canaux sont vachement importants. Et en termes de création pure et dure, en ce moment, je m'amuse. Trop bien. En ce moment, je m'amuse. Je crée des posts qui me font kiffer ou parce qu'il y a un truc qui m'a mis en colère, ou qui m'a interpellée, ou des remises en question, etc. Donc ça, c'est un peu au feeling. L'idée, c'est que je puisse reprendre un petit peu des contenus plus, ce qu'on appelle beau fou sur LinkedIn, c'est-à-dire des contenus plus niches, en fait, qui reparlent de Notion, etc. Parce que là, je parle beaucoup de Ramène ta fraise et j'aimerais bien aussi réaxer la com là-dessus. Donc voilà, là, c'est un peu au feeling. Ce que j'essaye de faire, c'est déjà un post par semaine minimum, et voire 2 ou 3 quand je me sens d'énergie, on va dire. Mais voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'est ce que je recommande à un minimum, de poster 2 fois par semaine. 3 fois, c'est mieux. Du coup, toi, tu as un objectif de publication par semaine d'ici la fin de l'année, ou là, pour l'instant, c'est vraiment juste tu t'amuses, tu vois quand tu peux Pour l'instant, je m'amuse un peu, mais j'ai envie de m'y remettre un peu plus sérieusement et me donner des objectifs de moyens, pour le coup. Pas de résultats, on connaît, on est sur LinkedIn, donc on s'attend pas à faire des vues, c'est un peu, voilà. Mais j'aimerais bien me fixer un objectif de moyens et à me dire que je poste 2 fois par semaine. Et essayer de tenir sur le long terme. C'est le plus dur. En vrai, c'est ça, c'est le plus dur. C'est un peu c'est la rigueur, c'est la discipline, mine de rien. Mais c'est important parce que, encore une fois, moi, LinkedIn, c'est 90% de mon acquisition client. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est l'aspect commercial aussi que je joue là-dessus. Donc c'est un levier qu'il faut que je reprenne un peu plus sérieusement et que j'arrête de me reposer sur mes lauriers. Ça, c'est de faire un peu la feignasse. On va pas se mentir. Je comprends. Moi, j'ai commencé LinkedIn début de l'année 2024. Pour l'instant, je me suis fixé un post par semaine.
Et même ça, ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que chaque semaine, je suis contente qu'il soit posté, je regarde les petits commentaires et tout, puis après je suis là, bon bah faut penser au prochain quoi. Faut enchaîner. Je trouve ce qui est dur, d'ailleurs tu rebondis sur un truc intéressant, c'est t'as posté, ok, mais après il faut répondre aux commentaires, il faut etc. Et il y a toute la partie, ok, écriture, je poste, et il y a toute la partie autour qui est le temps que tu passes à commenter, soit sous ton post, soit aussi d'autres posts pour faire vivre, d'autres créateurs, etc. La dépendance aux stats aussi. Il y a vachement un truc. L'autre jour, j'écoutais un podcast de créateurs YouTube, pour le coup, donc ça n'a rien à voir, mais qui ont un super niveau pour le coup et qui sont matrixés aussi par ces chiffres. Ouais. Et dans le bootcamp, c'est vrai qu'on le voit aussi beaucoup au niveau de LinkedIn. Quand on a un post, évidemment, on a envie que ça fonctionne, qu'il y ait du reach, etc. Alors, nous, on a tendance à dire le reach ne rend pas riche. Mais bon, c'est un peu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ouais, ça englobe tout ça. Et je trouve que tu l'as dit à juste titre. Il y a les commentaires aussi. Ouais, c'est ça. C'est clair que ça prend très vite beaucoup de temps. D'aller voir un peu ce que font un peu les copains, répondre, après aller voir ce qui t'intéresse comme sujet. Très vite, tu passes 1 heure ou 2 sur LinkedIn juste à scroller, quoi. De ouf. Et, déjà, je le faisais sur TikTok, si je vais pas me rajouter LinkedIn. Ouais, sinon, on s'en sort plus. C'est sûr. C'est le piège. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as déjà eu un peu blocage créatif, et comment tu t'en sors de ce genre de problématique? En fait, je trouve que moins tu publies, moins tu as envie de publier déjà. Ouais. Et en fait, c'est clairement quand j'ai fait des pauses que c'était hyper dur de revenir. Ah ouais. Parce que tu as l'impression que tu n'as plus d'idées, alors que si, évidemment, que tu en as des idées, il se passe plein de trucs de partout que tu peux raconter. Mais je pense que tu te remets la pression en fait, que tu t'étais mis au début. Ah oui. Tu te remets la pression en mode ok, il faut que je sois à niveau, il faut que ça marche tout de suite, il faut que. Alors que ton post il marche pas et personne le voit de toute façon, donc c'est pas très grave. C'est clair. Mais du coup, oui, ça m'est déjà arrivé, beaucoup d'ailleurs. Notamment en fin d'année, après du coup on a fait un challenge avec Ramène ta fraise, qui nous a complètement dépassé, et en vrai maintenant avec du recul c'était trop chouette, mais du coup j'avais plus du tout envie de mettre les pieds sur LinkedIn, j'avais fait une intoxication LinkedIn, tu vois, et du coup je m'étais carrément mis la pression pour revenir après. Et je trouvais que ce que je racontais, c'était pas foufou. Ouais. Voilà. Alors que quand tu t'y remets, etc., déjà, écrire te donne des idées. Donc déjà, ça va plus vite. La mécanique, elle est plus s'ancrée. Et je pense que tu te mets moins la pression quand tu es dans une boucle comme ça où tu publies, et que, encore une fois, des objectifs de moyens. Quoi. Ouais. Tu publies et que ça soit bien, pas bien, etc. T'analyses après, mais voilà. Oui, l'important, c'est de publier, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si... peut-être que ça t'est arrivé, toi aussi. Moi, ça m'arrive plus sur YouTube. Ouais. Parce que, étant vidéaste, sur YouTube, j'ai un peu la pression de faut que je fasse quelque chose de bien, tu vois. Autant en tournage qu'en montage. Et le script, c'est pas mon fort. J'ai pas de pression dessus, mais vu que c'est pas ma zone de génie, un peu, c'est vrai que la partie script est quand même assez dure. Et du coup, j'ai publié quelques vidéos. En fait, une fois que j'ai publié une vidéo, je suis tellement genre, c'était trop long, trop douloureux, je verrai plus tard. Et en fait, plus tard. Et en fait, il y a déjà 3 mois qui sont passés, quoi, depuis ma dernière vidéo. Et je trouve que du coup, c'est sur LinkedIn, mais au début de la création du contenu, souvent, on a peur de publier parce qu'on a peur d'être jugé. Ouais. On a l'impression qu'on ne sait pas quoi dire. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voit sur d'autres créateurs, etc. Et je trouve que quand on rentre dans la boucle, en fait, ces trucs-là, ils passent un peu plus au-dessus et on arrive à se dire, en fait, si, c'est pas si mal, c'est vraiment ce que je fais et il y a des retours dessus, etc. Donc, peut-être que je m'y attendais pas, etc. Donc, ça te remet dans une énergie, tu vois, un peu cool. Quoi. Et du coup, dans ces cas-là, pour des gens qui n'oseraient pas encore publier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil? C'est pas évident en réalité. Déjà, je pense que le plus important pour moi, c'est d'être entouré, en fait. Parce que d'avoir des personnes derrière toi qui, déjà, lisent ton post,
te font des retours potentiellement dessus pour te rassurer. En réalité, c'est ça, hein, c'est vraiment pour se rassurer. Qui sont là quand tu vas, pour te motiver à appuyer sur publier, parce que c'est pas si évident que ça. Et qui vont aller te soutenir sous ton post, parce qu'on a tous peur de faire un post et qu'il y ait 0 commentaire et que tu aies l'impression d'être toute seule au milieu de tout ce qui se passe et en mode moi je réussis pas alors que tout le monde s'y. Et donc le fait d'avoir un groupe derrière pour se soutenir, etc. En tout cas, sur les premiers temps, je trouve que c'est vraiment puissant et c'est ce qui permet de donner en confiance. En tout cas, voilà, sur les premiers mètres. Parce qu'après, c'est comme un marathon, tu vois, t'as des proches qui peuvent courir à côté au début d'un trail ou je sais pas quoi. Puis après, ils te lâchent parce que t'es dans la boucle. Et en fait, sur LinkedIn, moi, je le vois un peu pareil pour le coup. Et je trouve que le groupe est ultra puissant pour te permettre de te donner confiance, tu vois. Donc, ce serait le conseil. Trop bien. Voilà. Je suis très, très d'accord avec ce conseil. Moi, c'est un peu pour ça que je fais ce podcast, pour rencontrer des gens, pour m'entourer d'un côté pro. Et je me suis lancée sur LinkedIn parce que j'ai une amie qui le fait aussi. Et du coup, on se motive tous les deux et c'est beaucoup plus simple. Bah ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que vous relisez vos posts, etc. Trop bien. Okay. Ça, c'est genre, on s'envoie nos posts, on sait qu'on doit publier ce jour-là, donc on dit alors, t'en es où pour ton post de lundi, t'en es où pour ton machin. C'est génial. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment l'engagement social. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu t'es engagé à le faire. Si t'as pas envie de décevoir la personne en face et toi d'abord, tu vois, en fait, il faut y aller, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as un processus de création de contenu ? Oui, pour le coup, alors ça varie tout le temps, hein, je me mets pas de pression en plus là-dessus, mais déjà la partie idéation, elle est complètement décorrélée de tout le reste. C'est-à-dire que les idées, je les chope à plein de moments différents. Là où j'en attrape le plus des idées, c'est en fait en appel découverte, en appel de closing en réalité, où en fait là j'écoute et ok, t'as telle problématique, pourquoi, qu'est-ce que t'as testé, et j'essaie vraiment d'attraper en fait vraiment les verbatims de mes prospects clients en tout cas. Et parce que du coup, je peux faire des contenus qui s'adressent à ces problématiques-là. Donc ça, c'est la première chose. Les idées, je les chope aussi beaucoup sur des podcasts. J'aime bien les podcasts. J'en écoute plein de différentes sortes, mais je trouve qu'il y a toujours des réflexions intéressantes, justement parce qu'il y a des échanges, ça se renvoie la balle, etc. Donc ça permet d'ouvrir un peu ses œillères. Je trouve aussi des idées sur la vie quotidienne, tu vois, des anecdotes ou des trucs qui se sont passés dans ma vie entrepreneuriale. Enfin, en vrai, tu te mets un instant T, tu te remémores ce qui s'est passé, même les 6 derniers mois, en termes de projets, en termes de clients, en termes de compétences, en termes de mindset, en termes de plein de choses. On a tous énormément de choses à raconter en réalité. Et voilà, et pas mal de lectures aussi, plus des newsletters pour ma part. Donc voilà, et ça se fait un peu au quotidien. Quand j'écoute des podcasts, j'ai pas un moment clé pour écouter, pour consommer du contenu. Donc ça vient un peu... voilà, donc j'alimente ma boîte à idées. Trop bien. Et après, la partie écriture, structuration, programmation potentiellement, ça vient dans un deuxième temps souvent. En fait, quand je capture une idée, j'aime écrire l'idée, d'accord, et pourquoi je mets cette idée, pourquoi elle est intéressante, qu'est-ce que ça apporte en réalité cette idée, c'est quoi la façon de penser un peu différente potentiellement que de ce que je vois ailleurs, etc. Et comme ça, je sais exactement la valeur que je veux apporter après en écrivant, etc. Donc voilà, ensuite j'écris mon post en vrac, dans le sens où j'écris en une ligne ce que je veux dire dans mon post, ça revient un peu à ce que je disais juste avant. Et après, je vais essayer d'alimenter mon post. Ça veut dire d'apporter des arguments. Ok, si j'écris ça, mais je suis qui pour dire ça, qu'est-ce que j'apporte aux gens, pourquoi, je sais pas, soit le contexte, soit les pourquoi, soit les comment, soit... voilà, donc essayer d'alimenter un petit peu le propos, quoi. Et ensuite, je passe à la partie structuration, mais ça, c'est vraiment en dernier temps. Et là, c'est enlever la moitié de ce que j'ai écrit parce qu'en vrai, tu te répètes de fou. C'est faire des phrases courtes parce que pas le temps, en fait. Voilà, c'est d'utiliser des liants. Voilà, plein de petites choses qui permettent de fluidifier un petit peu l'écriture. Alors,
loin d'être parfait, hein, je progresse encore tous les jours, Ouais. et c'est ça qui est chouette d'ailleurs. Bah ouais. Et après, je programme. J'aime pas publier à la main, je programme comme Ok. ça, j'ai pas la charge mentale autour de me dire est-ce qu'il va marcher ce post, est-ce ouais. que. Voilà. Et en programmant comme ça, bah, écoute, ça part, et puis je vois qu'il y a des gens qui commentent, donc je réponds, mais il y a moins de pression autour. C'est clair. Voilà. Ok, trop bien. Bah, c'est pas mal comme structure. Enfin, je trouve que c'est bien avancé déjà. Évidemment que ça va évoluer, mais c'est une bonne façon déjà en plusieurs étapes. Moi, comme toi, je capture mes idées un peu n'importe quand. D'accord. Et quand j'ai besoin d'écrire un post, je vais prendre une idée qui me parle un peu plus à ce moment-là. Et je me dis, bon, bah là, de toute façon, t'as pas le choix, demain, tu dois publier. Ouais. Faut sortir un truc et let's go. Ok. Ah, trop intéressant. Quand tu choisis tes idées, c'est au jour le jour, ou est-ce que tu as de la visibilité sur les contenus que tu vas publier ou que tu voudrais publier sur le mois ou les 2 semaines à venir Jusqu'à présent, c'était plutôt au jour le jour. Ouais. Et là, vu que mon podcast va sortir bientôt, bon là, il est déjà sorti du coup, mais il va bientôt sortir. En effet, j'ai prévu par rapport à la sortie du podcast d'en parler un peu plus, voilà. Ok. Mais sinon, c'était plutôt au jour le jour. Genre, là, tiens, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler, quoi. Ouais, parce que c'était l'étape de je me lance sur l'idée, donc il faut déjà que. Bah ouais, trop intéressant comme. Ok. Parce que toi, t'es plutôt dans tu prépares par rapport à ce qui va se passer pour comme ça. Bah, c'est un peu comme toi, quand il y a des gros événements, j'essaie d'organiser un peu autour et d'avoir un calendrier édito un peu plus ficelé. Ouais. Sinon, comme je te dis, là maintenant, en ce moment, je me fais plaisir, voilà, parce que je me fais plaisir, quoi. Et on le voit, c'est exactement pareil pour le calendrier édito chez Ramène ta fraise, du coup. Donc c'est pareil, quand on est en période de lancement, etc., forcément, tu es obligé de cadrer un peu plus ton calendrier édito, de savoir grosso modo de quoi tu vas parler, etc. Donc ouais, c'est ça. En octobre 2020, je sais plus, 2022, je crois, j'ai perdu la notion du temps. Dommage, un peu dommage là. Et du coup, j'ai lancé un pack Notion, bon bref. Et du coup, forcément, comme c'était un événement important, bah, j'avais une stratégie éditoriale autour et un calendrier éditorial qui était pensé et voilà, réfléchi à l'avance pour que déjà pouvoir produire autant de contenu, bien que ça s'organise à un moment ou à un autre, tu vois, parce que je vais pas passer non plus 15 heures dessus, voilà. Et pour avoir un truc qui te permette d'atteindre un minimum tes objectifs. Ouais, ok. Donc voilà. Ok, ouais, intéressant. Ouais, c'est bien de savoir ne pas se mettre la pression. Genre, des fois, il y a des périodes dans l'année où c'est tranquille, quoi. Tu y vas quand tu veux. Il y a des fois où c'est un peu plus cadré quand il y a besoin. Oui, c'est ça. Après, je dis ça, c'est ma manière de faire et parce que ça me va bien. Mais je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus carrés que moi et c'est trop bien, hein, qui arrivent à garder le rythme tout le temps pareil, etc. Et en soi, c'est ce vers quoi on devrait tendre, je pense, pour encore une fois, ne pas retomber dans ces coups mous, voilà. Mais écoute, pour l'instant... Ça, je suis pas certaine que... Parce qu'il y en a pour qui c'est fait pour eux de être vraiment carré tout le temps, tout ça. Et en fait, la nature humaine, c'est plutôt genre, c'est comme ça. Et du coup, la plupart des gens, ils peuvent pas être contenus tout le temps, je fais ça, quoi qu'il se passe, je fais ça. Non, il y a des fois où tu as envie de kiffer, il y a des fois où tu as envie de vendre ton truc, il y a des fois où tu as envie de faire des collaborations. Voilà, je pense qu'il faut plutôt aller au fil de l'eau plutôt que de se dire, je fais comme ça toute l'année et je verrai après, quoi. Oui. Je pense que c'est un peu des deux en réalité. Parce que tu vois, ceux qui tiennent sur le réseau, sur LinkedIn en tout cas, c'est ceux qui sont, pour le coup, qui sont hyper carrés et qui sont hyper réguliers, etc. Après, voilà, 6 lâche la grappe, quoi. Comme tu dis, on n'est pas des machines, donc c'est ça. Donc laissons-nous le choix de faire comme on veut. C'est ça. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu trouves de plus difficile dans la création de contenu ? De trouver l'angle. Un post, c'est une idée. On a tendance à mettre vraiment plein d'idées dans un même post. Et en fait, de faire le tri et de trouver vraiment l'angle d'attaque, je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus compliqué. Ça l'est encore pour moi maintenant. Donc j'apprends et j'essaye de faire de mieux en mieux. Mais pour moi, c'est vraiment le plus compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, ça résonne vachement ce que tu dis parce que, en effet, en général, j'ai envie de mettre plein d'idées parce que je veux dire, il n'y a pas assez de valeur. Mais c'est vrai qu'on a tendance, du coup, à partir un peu dans tous les sens. Et puis, si tu veux faire court, vaut mieux mettre une idée, quoi. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal, tu vois. Déjà, de défendre une idée, c'est déjà costaud, quoi. Donc, et puis, je pense que c'est un truc qui permet d'être vraiment beaucoup plus persuasif que, justement, un post qui va un peu dans tous les sens où en fait, on s'éparpille, on sait même plus où on veut mener le lecteur et qu'est-ce qu'on lui apporte à la fin.
Je voudrais bien parler d'un post que tu as fait sur le fait qu'on partage plutôt ses réussites et très peu ses échecs. Et là-dedans, tu parles que tu as fait une formation qui n'a jamais vu le jour. Ouais. Je voudrais bien que tu nous en parles, que tu nous dises de quoi ça parle, jusqu'où tu es allé surtout, et pourquoi c'est pas sorti. C'était une formation qu'on devait faire en présentiel avec un ami à moi qui, lui, est sur la partie make, donc automation, enfin automatisation, et moi, la partie Notion, donc forcément, ça se parle. Il y a plein de choses à faire avec les deux, rien que d'en parler, tu vois, ça me met l'étoile un peu dans les yeux. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire une journée en présentiel en mêlant ces deux trucs, mais alors, il y a plusieurs sujets. En fait, le premier qui a fait ça n'a jamais vu le jour, c'est que on les a appelés trop tard, ces personnes-là. En gros, les personnes remplissaient un formulaire, etc., pour dire qu'elles étaient intéressées. Ouais. Et nous, on les recontactait parce que c'était finançable, etc. Donc nous, on a mis trop de temps à les recontacter. Donc forcément, les personnes, au bout d'un moment, elles se déchauffent. C'est complètement normal. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on n'a pas mis assez d'efforts marketing aussi derrière. Parce que pour remettre un peu dans le contexte, c'est fait à la fin d'année où moi, j'étais vachement sur la partie ramène ta fraise avec le challenge, avec plein de choses qui se sont passées en fin d'année. Et en fait, clairement, je me suis défocus. Donc, j'ai pas réussi à tout faire. Et donc, en fait, quand t'es pas... à mon sens, quand t'es pas à 100% focus sur un projet, tu n'as pas les moyens qu'il faut pour que ça réussisse. Donc, voilà, je pense que c'est une formation qu'on repensera. Peut-être qu'elle ressortira un jour. Ça serait très cool, d'ailleurs. Mais voilà, du coup, on s'est arrêté aux ventes et la formation n'a jamais vu le jour. On n'a jamais fait cette journée, bien dommage, mais voilà. Ah ouais, trop intéressant. Le truc on a appelé les gens trop tard par rapport au questionnaire. Ouais. C'est vrai que ça me serait pas venu à l'esprit que y a un temps donné où après les gens ils se disent bon, ça m'intéresse plus. En fait, je pense que là, ça restait une formation qui a un coût, mine de rien. Ouais. Et en fait, tu peux être hyper chaud sur le moment. Et après, plus t'attends, plus tu vas réfléchir à te dire est-ce que c'est la bonne solution, etc. Et je pense que c'est en partie ça qui a fait que les process n'étaient pas bien huilés. C'est-à-dire que, en fait, tu répondais à un questionnaire, mais après, tu étais un peu lâché dans la nature. Donc, c'est clairement, c'était pas assez pro, à mon goût, en tout cas. Voilà. Ok, intéressant. En toute transparence, là. Mais c'est trop bien parce que en effet, on a très rarement les retours de on a raté parce qu'on a raté pour ça. C'est ça. Et encore une fois, ça veut pas dire que je le referai pas. Donc je pense que je suis pas déçue énormément de m'être plantée là parce que j'ai appris plein de trucs. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, c'est des choses que je vais pouvoir appliquer pour une prochaine formation potentiellement. Donc en soi, c'est hyper formateur, quoi. Ça fait. Mais c'est trop bien, c'est trop intéressant parce que du coup, tu fais plein de trucs différents dans t'as donc la notion du temps. Ouais. Du coup, cette formation qui peut-être un jour verra le jour, le bootcamp ramène ta fraise. Ça fait pas mal de trucs. Et comment tu fais pour justement gérer ton temps à travers ces différents projets, quoi. Ouais, ça c'est une vraie question parce que je suis encore en train de me les poser, ces questions. Donc là, ça va mieux depuis le début d'année notamment parce que on a un process de délégation sur Ramène ta fraise qui est beaucoup plus efficace, des process beaucoup plus huilés, donc clairement on sait où on va, comment, etc., qui fait quoi, tout ça. Et donc moi j'ai moins la partie opérationnelle maintenant que j'ai testé, que j'ai processisé, etc., sur plein de sujets. Du coup il y a des super personnes d'ailleurs qui en fait font ce que je faisais avant. Et donc ça me permet vraiment de libérer du temps sur Ramène ta fraise et de se focus sur d'autres projets. Et sur la notion du temps, en fait ça dépend des périodes. J'essaie de prendre 1 ou 2 projets Notion, donc du sur-mesure, où je vais créer des espaces de A à Z pour des équipes plutôt maintenant d'ailleurs. Et pareil, je processise un max, je vais encore plus travailler sur cette offre-là pour que ça soit encore plus roulant, si tu veux, pour déjà pas perdre du temps là où je n'ai pas besoin d'en perdre en réalité, tu vois, sur des trucs qui apportent pas forcément de la valeur. Et après, j'adapte. Je suis pas non plus hyper
rigoureuse dans le sens où je sais que quand on va avoir un lancement sur Ramène ta fraise, bah là, il va falloir que je me mobilise. Si on fait un challenge, là, c'est à 100% de mon temps qui sera mobilisé. Si voilà, j'ai du sur-mesure, bah, c'est OK de dire aussi aux équipes que écoute, je suis dispo tel jour. Et puis après, voilà, mais je m'arrange toujours pour que ce soit tout fait. Donc, je pense que ce qui m'aide, c'est vraiment la délégation sur la partie Ramène ta fraise. Le fait de processiser, de plus passer du temps sur les trucs un peu à la con, désolée, c'est dit. Et j'ai aussi augmenté mes prix sur la notion du temps. Parce qu'en fait, je passais énormément de temps. En fait, c'est pas rentable, quoi. Donc, au bout d'un moment, voilà. Et en plus, en fait, c'est surtout des clients qui m'ont dit que là, t'es pas si chère, ma grande. Des personnes qui font exactement la même chose que moi, ou je fais la même chose que peu importe, mais qui m'ont dit pareil, monte tes prix. Monte tes prix, etc. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un peu un équilibre comme ça. Pour l'instant, ça me convient bien. À voir dans les périodes de rush, je pense que c'est surtout là où on voit si t'es vraiment équilibré ou pas. Mais c'est un challenge, je me fais accompagner du coup, alors pas forcément pour gérer mon temps de cette partie-là, mais pour avoir une vision beaucoup plus globale de mon activité, justement pour faire les bons choix en fait. Ça c'est chouette. Ok, donc c'est plutôt coach business, ça, un truc comme ça ou... Ouais, c'est ça. C'est, de toute façon, je peux dire, c'est le 3-6 de Pauline Sarda. Ah, ok. Et je pense que ça va beaucoup aider parce que c'est une vision vraiment globale. Et donc ça, je trouve que c'est hyper moteur. Tu as des personnes qui sont au même niveau de maturité entrepreneuriale que toi, donc en fait tu partages exactement les mêmes problématiques, les mêmes freins, etc. Et donc encore une fois, le groupe c'est moteur, donc on retrouve le réseau là. C'est ça, exactement. Donc c'est de faire comme je peux. De toute façon, je pense que c'est une grande question pour tous les entrepreneurs, même pour les salariés aussi. La gestion du temps, c'est un truc. Et je trouve que c'est très dur. En effet, moi j'ai un peu les mêmes problématiques de quel projet je mets en avant, pourquoi je délègue du temps. Et je trouve que c'est super important d'avoir un groupe sur qui se reposer pour dire comment vous faites vous dans ces cas-là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un truc dont j'ai pas parlé et dont on a parlé plus tôt, mais c'est vraiment le focus. C'est-à-dire que y a des fois où j'avais envie de lancer plein de trucs, faire plein de trucs sur Ramène ta fraise, sur la notion du temps, etc. Et sauf qu'en fait, encore une fois, ça te défocus de vouloir être de partout. Ouais. Et donc le fait pour la notion du temps, d'avoir un focus, pour Ramène ta fraise, d'avoir un focus, au moins déjà tu sais donc, vers quelle direction tu vas et tu perds pas ton temps à faire des choses qui apportent pas de valeur. Et donc ça, c'est un truc super important parce que je trouve que moi, c'est ce qui a fait la différence aussi. C'est vraiment de focus sur un truc. Et tu peux vouloir faire plein de trucs, mais prends-les un à un. Voilà. Et au moins, tu mets toute ton énergie là-dessus. Et c'est comme ça que tu avances. Tu déroules ton plan et let's go, quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi un truc, un apprentissage. Et du coup, là, j'aimerais bien parler un peu plus de Ramène ta fraise. Je voudrais bien que tu me parles un peu du format, genre... Quel a été le format au début et quel est le format maintenant et comment vous en êtes arrivé là surtout? Ouais, tu vas rire. Hein. Tu vas rire et je pense que les alumni aussi du bootcamp vont rire parce que quand on voit l'évolution, on a lancé le premier bootcamp, parce qu'en plus c'était 1 mois ou 2, je me demande si c'était pas sur 1 mois d'ailleurs, 4 mails de contenu, des lives toutes les semaines avec Nina et toujours le challenge 30 jours, tu postes pendant 30 jours. Mais là, c'était démerde-toi, quoi. Ok. Mais, pardon, je te coupe, 4 mails de contenu, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Pardon, on envoyait 4 emails où on renvoyait les participants sur une page Notion où on avait un peu, c'est pas des articles de blog, mais c'était du contenu, quoi. De cours, si tu veux. Ouais, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu, c'est ça. Des leçons, voilà. Et c'est tout. Voilà, et on leur a dit, c'est cool, non? Démerdez-vous. C'était un peu, archaïque, on va dire, à l'époque, mais écoute, c'est ce qu'on appelle un MVP, du coup. Donc il fallait qu'on passe par là, et on a encore des super relations avec les alumni du bootcamp édition 1, donc si vous passez par là. Voilà. Donc ça, c'était hyper chouette, parce que c'est ce qui nous a permis de nous mettre dans le bain, de valider aussi un marché, mine de rien. Donc tu valides ton offre aussi. Et maintenant, c'est complètement différent, puisque là, l'édition 9, du coup, on va
augmenté la taille de la promo. Je ne sais pas encore à combien, mais on a eu plus de 150 candidatures. Donc, je pense que ça va... Voilà, on va mettre un stop au bout d'un moment. Mais voilà, donc jusqu'à présent, c'est combien à peu près? On a commencé édition 1, elles étaient 20 participantes. Ouais. Ensuite, on a fait 25. Ensuite, on a fait 30. Ensuite, on a fait 40. Et là, je laisse la surprise, on verra. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Et sur, du coup, cette édition 9 qui arrive bientôt au moment où on parle là, il y a 2 personnes attitrées, donc une customer care, une coach, donc qui s'occupe d'un groupe de 10 personnes. Voilà, donc c'est des maisons, ce qu'on appelle des maisons. Donc, 10 personnes pour garder ce cocon, ce relationnel, encore une fois, voilà, c'est la communauté, quoi. Donc on a customer care, coach pour, du coup il y a des coachings en plus, il y a des relectures de posts encore une fois pour se sentir un peu plus rassuré quand on veut poster et pouvoir améliorer son écriture en réalité. On a tout un parcours d'échauffement, donc un parcours pédagogique avec justement des leçons, du passage à l'action surtout, parce que nous c'est ce qui nous intéresse, c'est un peu le moteur. Après c'est ok, t'apprends quelque chose mais surtout tu vas vite mettre en place parce que sinon voilà. Donc voilà, il y a vraiment un parcours pédagogique qui est travaillé en amont. Et ensuite, la partie challenge, où là, elles vont poster un post par jour pendant 30 jours. On donne des supports en plus, elles ont des coachings en plus. Il y a toujours les lives de Nina en plus, etc. Donc, c'est vraiment complètement différent de ce qu'on a pu faire au Bootcamp 1. Et j'avoue que je ne suis pas peu fière. C'est vrai que c'est trop chouette. C'est un truc qui m'anime vraiment. Donc ça, c'est trop bien. Et ce qui fait que on est passé du Bootcamp 1, enfin du format du Bootcamp 1 au Bootcamp 9, c'est nos satanés questionnaires satisfaction. Donc encore une fois, les alumni vont vouloir me flinguer là, mais comme ça, elle voit que c'est vraiment utile et on a une obsession pour ça, réellement. Et on essaye de peaufiner à chaque fois par rapport à leur retour sur différents piliers, etc. Il y a des choses qu'on met en place, il y en a qu'on ne met pas en place parce que soit on a déjà testé, soit ça sert l'individu mais pas le groupe. Et voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas faire un bootcamp par participante, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est aussi faire des choix, mais c'est la chose, le support qui nous permet d'itérer en fait à chaque fois. Donc voilà, maintenant, au début, il y avait des grosses itérations. Il y a des choses qui ont bougé vraiment énormes. Et maintenant, c'est dans les détails, c'est pour améliorer un petit peu plus l'expérience, tout simplement. Mais c'est, le truc, il est carré, quoi. La pédagogie, elle est en place, le groupe, il est en place. Bref, donc voilà, c'est plus sur des petits. Ouais, toujours peaufiner. C'est vrai que ce truc de questionnaire de satisfaction, moi j'ai travaillé du coup pour Nina, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et elle m'a fait un questionnaire de satisfaction en tant que prestataire et j'avais été surprise et genre, je me suis dit, trop bien. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui t'a plu dans notre collaboration et tout. J'étais là, mais incroyable. Comme, rien que l'expérience on me demande ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu, incroyable. Je trouve ça cool déjà juste de parler aux gens, de voir comment on peut faire pour que tout le monde se sente mieux, comment on peut faire, etc. On a une discussion hier avec du coup Julia, notre alternante, qui est aussi beaucoup présente, très présente sur LinkedIn. Et pareil, en fait, on se remet tout le temps en question et on challenge encore toujours plein de trucs parce qu'il n'y a rien qui est parfait, mais si tu n'en parles pas, tu peux pas... si tu ne demandes pas un feedback, tu peux pas progresser et tu peux continuer dans ton tunnel, tu vois, en fermant un peu les œillères et je suis pas sûre que ce soit le plus efficace. C'est clair. Après, ça veut pas dire qu'on fait pas plein de conneries et que voilà, mais voilà, on apprend. Oui, mais ça montre une volonté de s'améliorer. Et c'est ça. Et puis en plus, je trouve que moi j'ai tendance à me dire, s'il y a des retours, les gens ils me le diront, alors que non. Enfin, tu te dis ça c'était pas ouf, mais tu vas pas dire par contre j'ai pas trouvé. Tu vois, si on te pose pas la question, tu vas pas forcément le dire. Au début, j'ai trouvé ça très difficile de recueillir les feedbacks parce que moi je mets ma valeur personnelle sur mon travail. Je pense que c'est un truc que on partage et du coup tu tends le bâton quand tu te faire battre, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, tu as toujours peur qu'il y ait des trucs qui soient un peu violents, et on en a eu d'ailleurs, il y a des choses qui sont... Tu reçois ça dans la gueule, t'es bon, on va un peu serrer les dents, et prendre du recul aussi, tu vois, sur...
Donc, je pense que recevoir le feedback, c'est pas un truc évident non plus. Je dis pas que c'est évident d'ailleurs maintenant. Ça l'est un peu plus parce qu'on commence à avoir l'habitude et à, encore une fois, prendre du recul. Et à chacune aussi en parler de ces feedbacks et de voir, parce qu'on peut vite interpréter aussi ce qui a été dit. Ouais. Donc là, le fait de challenger, voilà. Mais c'est pas évident. C'est clair. C'est clair que c'est fait progresser. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que se prendre des critiques, c'est toujours pas facile. Ouais, mais c'est vrai, réussir à faire la part des choses, des fois, se dire, qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à la personne. C'est ça. Ça, c'est assez important. Et enfin, qu'est-ce qui est vraiment ultra plein de valeur et que je peux du coup intégrer à mon... Enfin, qui pourra m'aider à améliorer mon business. Ça, c'est... Là, je suis 100% confiante sur le produit. Donc, si je change des choses, c'est aussi un peu pour mon kiff potentiellement. Je sais qu'il y a forcément des choses qu'on peut encore améliorer, mais ça sera pas aussi important que les premières itérations où là, on était vraiment dans l'apprentissage en fait. Là, on n'est plus dans l'apprentissage, c'est vraiment de l'ajustement de petits leviers, mais le truc, il est costaud, quoi. Donc, voilà. Trop bien. Trop bien. Et du coup, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le bootcamp? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Waouh. Tellement de trucs. Quels sont les trucs alors? Eh ben, justement, itérer et repenser à chaque fois, voir là on peut s'améliorer et pour parfois potentiellement tout bouger. Donc la réflexion qu'il y a derrière le produit, ça c'est un truc qui me passionne, que j'aime trop. Donc ça c'est vraiment au niveau structurel entre guillemets. Le fait de bosser en équipe, moi qui suis ultra introvertie de base, et finalement je trouve que c'est vachement intéressant parce que j'apprends énormément. Et puis voilà, je trouve que on se soutient, on apprend les unes les autres, etc. Donc dans l'équipe, je trouve ça trop bien. Donc ça c'est vraiment sur la partie interne et sinon forcément le fait d'accompagner des... Genre, les meufs sont extra, quoi. Genre, vraiment, il y a des profils de ouf. Des activités complètement différentes, des peurs complètement différentes. Alors que les femmes, quand tu leur parles comme ça, tu te dis, mais genre, waouh, quoi, t'as fait tout ça dans ta vie, tu vois. Et je me dis, putain, on arrive à les accompagner sur un petit truc pour qu'elles performent encore plus, tu vois. Trop bien. Et ça me fait... bouillir, quoi, j'aime trop. C'est trop bien. Donc c'est vraiment l'aspect communauté et le lien qui se crée en fait avec les participantes. Ça c'est un truc qui me passionne. Donc il y a vraiment la partie interne et un peu backstage parce que moi je suis beaucoup dans les backstage maintenant. En réalité les participantes à part en live elles me voient pas beaucoup et même en live c'est pas moi qui parle, quoi. Mais moi je vois tout ce qui se passe. Donc voilà, il y a la partie backstage et la partie communauté en fait. Et je pense que énorme. C'est de se dire que LinkedIn c'est un prétexte en fait et que ça peut être LinkedIn, ça peut être j'en sais rien, prendre la parole, je sais pas, une verticale sur s'émanciper financièrement aussi ou quoi, peu importe la verticale, le résultat, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est prendre confiance en soi, c'est se dire qu'on est capable, c'est s'entourer d'un clan de meufs incroyables, donc c'est ça en fait qui m'intéresse au fond. LinkedIn c'est un prétexte, quoi. Oui, bien sûr. C'est comme ça que tu y arrives, quoi. Ouais, voilà, exactement. Trop bien. C'est ouf que tu sois autant transporté par ton projet, c'est un peu à ça qu'aspirent un peu tous les gens qui bossent, quoi. C'est d'être autant transporté, donc c'est trop bien. C'est trop agréable de voir quelqu'un qui est aussi content de son boulot. Vous êtes combien du coup dans l'équipe du bootcamp? On va dire plus d'une dizaine de personnes, que ce soit des coachs. Donc le coach c'est que des anciennes bootcampeuses, des anciennes clientes du coup. Donc ça c'est trop cool. Que ce soit des customer care, il y a des profils qui sont du coup plus sur une période, le bootcamp, voilà. Et du coup, on a des personnes qui sont plus longtemps sur certains sujets. Il y a des personnes pour nous aider à la créa, ponctuellement. Donc ça change un petit peu, mais plus d'une dizaine de femmes. Ouais, c'est énorme. Du coup, pour le bootcamp Ramène ta fraise, comment vous le vendez? Alors, quel est je sais pas si vous avez un process ou une façon de le vendre particulière. Alors ça, c'est un truc qu'on essaie de roder un petit peu. Donc, l'édition d'avant, on avait organisé un challenge, du coup. Donc, c'était 5 jours, on donnait un peu des consignes, on accueillait
beaucoup trop de monde. et donc voilà, donc ça permettait de faire une grosse action qui permette de mobiliser des gens et du coup de se faire connaître, etc. Qui s'est terminée du coup clôturée par une masterclass. Du coup, une masterclass de vente. Donc on apportait évidemment du contenu parce qu'il faut bien que ça serve à quelque chose. Et ensuite, c'était de la vente du bootcamp. Pendant la masterclass Pendant la masterclass, ouais, c'est ça. Donc ça, c'était la dernière édition. Là, pour l'édition 9, on n'a pas refait de challenge. Cette fois-ci, on en refera peut-être un d'ici quelques temps. Mais en tout cas, on n'a pas opté pour la même stratégie, entre guillemets. Et là, on est passé uniquement par les masterclass. Du coup. Donc, qu'on a que Julia et Nina, rendons à César ce qui appartient à César, qui ont bossé vraiment énormément sur le sujet. Du coup, avec un prestataire qui nous accompagne aussi sur cette partie-là, pour travailler, pour délivrer de la valeur aussi, forcément. Et en effet, c'est des masterclass de vente pour le bootcamp. Et voilà, on a fait... après, du coup, il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire, il faut parler des masterclass, il faut parler de la vente, donc il y a plein de séquences différentes, si tu veux, dans le lancement. Mais les deux gros pôles, c'était l'organisation de ces masterclass. Donc ça, c'est la partie visible. Et derrière, ce qu'on n'avait pas avant, c'est que maintenant, il y a des personnes de l'équipe qui prennent chaque candidature au téléphone pour du coup, voir si la candidature est OK, si ça correspond avec le bootcamp, avec l'état d'esprit, etc. Et puis répondre aux questions s'il y en a aussi, forcément. Donc ça, on ne l'avait pas du tout avant. Et donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Donc, voilà, moins sur la partie visible, mais ça fait partie aussi du lancement. Parce que c'est du temps, c'est de l'énergie aussi de l'équipe, énormément d'énergie, et donc c'est trop cool. Et ça permet de connaître un peu les profils avant de les avoir dans le bootcamp aussi. Donc ça facilite forcément la communication, la connaissance des profils, etc. Donc ça, c'est top. Et voilà, c'est vraiment ça. Donc masterclass, avec tout autour toute la stratégie éditoriale, tu me dis, du newsletter, etc. Je dis etc., mais c'est LinkedIn et newsletter en réalité. Et voilà, je pense que pour ce lancement-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le retour maintenant, je pense, du challenge de novembre, novembre dernier. Donc on est à 6 mois à peu près. Et je pense qu'on a les retombées du challenge, en fait, qui sont arrivées pour le lancement direct après le challenge, mais qui sont arrivées le temps de... mois, un peu à retardement. Je pense que le challenge a aussi pesé dans la balance pour ce lancement-là. Où du coup, on a énormément de candidatures. Donc je pense que c'est le mix des deux, du challenge, de la masterclass, des mails de Nina aussi toutes les semaines. Et puis là, elle a fait deux fois, je crois, des lives. Est-ce que ça a sûrement joué aussi alors pour le coup, les lives, c'était les 2 masterclass. Et on a fait un live de kiff, quoi. Genre juste on délivrait du contenu comme elle faisait en fait il y a quelques années de ça finalement. Et donc peut-être que j'ai pas de retour là-dessus. Je sais pas si ça pesait dans la balance. L'idée c'était vraiment de repartager le contenu gratuit. Donc j'ai pas de retour là-dessus. Mais sinon c'est les deux lives de vente, masterclass de vente qui convertissent. Ok, trop intéressant. Et si quelqu'un voulait se lancer dans la création d'une formation, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner qui soit pas un conseil genre lancez-vous? Tu crées pas la formation avant d'en avoir parlé. En fait, souvent, on a tendance à scripter toute notre formation, le dérouler, à tourner les vidéos, à machin, et ensuite la vendre. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui te dit que ce qui est dans la formation, c'est vraiment ce qu'attendent les personnes qui potentiellement pourraient t'acheter. Et donc, en fait, c'est de changer un peu cette perception-là et de se dire, ok, de quoi déjà me parlent mes clients, de quoi moi j'ai un peu une idée en tête, confronte-la au marché et va en parler aux potentiels acheteurs de ta formation. Est-ce que c'est un truc dont tu as besoin? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu verrais, donc moi j'ai pensé à ça, à mettre ça dans la formation pour plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu aurais besoin en tant que potentiel client, etc.
Et je pense que ça, c'est le truc principal que je conseillerais. C'est voilà, de retourner un peu la perception et de se dire d'abord de quoi ils ont besoin. Ouais. Et ensuite, bah, ok, on va monter un truc, une formation, un produit qui colle à ça. Ouais. Mais on va pas faire l'inverse. C'est moi faire dans mon petit coin et ensuite espérer que ça se vende, quoi. Ouais. Et je dis ça parce que c'est exactement ce qu'on a fait pour le bootcamp. Nina, elle a très bien vu qu'il y avait un besoin là-dessus. Elle a vu le challenge 30 jours dans le chat, c'est qui n'était pas prévu. Bah, dans le bootcamp, il y a quoi ? Il y a un challenge 30 jours parce que c'est le besoin, en fait. Il y avait le besoin d'être en communauté, de femmes non mixtes. Voilà, on a fait un truc non mixte, assez communautaire. Donc il y a plein de choses comme ça. Ouais, je pense que c'est partir du besoin pour ensuite créer autour. Bah, trop bien, franchement, merci. Et bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. C'était incroyable. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Trop bien. Donc voilà, et à très bientôt du coup. À très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si jamais vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Je suis Léa Corazza, j'aide les créateurs de contenu vidéo à publier régulièrement tout en allégeant leur charge mentale. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.